On y va pour le sujet sur la conciliation travail, cycle menstruel. Nous en sommes au balbutiement de notre recherche. Donc, nous vous présentons des résultats très, très préliminaires aujourd'hui et très exploratoires. Est-ce que ça fonctionne bien, la traduction? Yes, Parfait. yes. Alors, on poursuit pour vrai cette fois-ci. Donc, le plan de la présentation, c'est très simple. On va vous présenter un petit peu le phénomène tabou des menstruations. Ensuite, notre méthodologie, quelques résultats préliminaires et quelques pistes de réflexion. Alors, débutons par le phénomène tabou des règles. Je cède la parole à Marie-Pierre. Donc, je m'excuse tout le monde à l'avance pour ma voix. Vous comprendrez que j'ai un rhume, donc j'espère ne pas perdre de la voix durant la présentation. Désolée pour ça. Donc, les menstruations sont bien sûr un phénomène qui est naturel, qui concerne un grand nombre de personnes partout dans le monde qui ont un utérus. Et j'espère que je ne vous apprendrai rien en vous disant que les menstruations, bien sûr, c'est la capacité à procréer, donc la capacité à donner la vie. Et je vous partage ici quelques statistiques afin de mieux comprendre l'ampleur du phénomène du cycle menstruel. Donc, chaque jour à travers le monde, il y a 800 millions de personnes qui ont leurs règles. Ça inclut bien sûr les femmes, mais également les hommes trans, les personnes queer, non-binaires, genre fluide, et donc toutes les personnes qui naissent bien sûr avec un utérus. Il y a également une personne menstruée va vivre une grande partie de sa vie active en période menstruelle. Ce qui veut dire en moyenne, soit plus de 6 ans, donc 2400 jours durant la vie active. Et également, si certaines personnes vont vivre seulement qu'un léger inconfort durant leurs règles, d'autres au contraire vont avoir vraiment des règles qui sont douloureuses. Par exemple, selon un sondage de l'Institut d'études et d'opinion qui a récemment été fait en 2022 en France auprès de femmes salariées, il y a 53% des femmes qui menstruent qui affirment avoir des règles qui sont douloureuses. Et pour continuer, donc le tabou des règles au fil de l'histoire. Ici, principalement, deux choses dont nous voulions vous faire part. Donc, les règles, premièrement, comme source de honte et également comme outil d'humiliation. Depuis la nuit des temps, dans la culture populaire, il plane une vision plutôt négative des menstruations. Et les personnes qui sont menstruées apprennent très tôt à avoir honte d'avoir leurs règles et les symptômes, bien sûr, qui en découlent. Et par exemple, je suis certaine que peut-être que certaines personnes d'entre vous vont une anecdote à ce sujet-là, mais il y a tellement d'efforts de discrétion qui est fait, qui sont déployés par les personnes menstruées tout simplement pour se rendre aux toilettes, soit avec un tampon, avec une serviette sanitaire. Donc, vraiment, il faut essayer de cacher, voire nier les menstruations. Et parce que dans la culture, les personnes qui sont menstruées sont vues comme des personnes qui sont sales, qui sont souillées, en fait, en raison du sang, bien sûr, qui s'écoule. Et historiquement, les menstruations ont servi d'outil d'humiliation pour exclure de la sphère professionnelle les femmes au moment où est-ce qu'elles avaient leurs règles. En France, par exemple, au début du 20e siècle, certaines usines interdisaient aux femmes de travailler pendant la période durant laquelle elles avaient leurs règles. C'est le cas, par exemple, des raffineries de sucre, où est-ce que, particulièrement dans le nord de la France, qui craignaient en fait le noircissement du sucre lors de la phase d'ébullition et du refroidissement. Alors, poursuivons avec quelques données aussi maintenant pour mieux comprendre le vécu des personnes menstruées dans les milieux de travail maintenant, parce que c'est principalement l'objet de nos futures recherches. Selon les résultats du même sondage que Marie-Pierre vous présentait, là, de l'IFOP, qui a été mené en France auprès de 993 personnes salariées il y a très, très peu de temps, il y a quelques semaines à peine, en fait, le sondage a été mené. Il était indiqué
indiqué que 35% des femmes interrogées, femmes dans le sens très large, là, mais on comprend que c'est très englobant ici, comme Marie-Pierre vous l'a expliqué, 35% des femmes ont indiqué que leur douleur menstruelle avait un impact négatif sur leur travail. Et pourtant, il y a peu de recherches scientifiques qui sont faites à ce sujet parce que les douleurs qui sont liées aux menstruations sont souvent ignorées. Et autre donnée intéressante que nous avons relevée, 2 tiers des personnes interrogées sont favorables au congé menstruel. Cela dit, 82% craignent que le congé menstruel soit un frein à l'embauche ou à l'évolution des femmes. Alors, on parle, comme plusieurs d'entre vous le savent, on parle de plus en plus de congés menstruels, notamment avec le nouveau projet de loi en Espagne là, qui a été adopté en 2022. Qui a été octroyé pour les personnes menstruées qui souffrent de douleurs menstruelles, de règles douloureuses. Et l'Espagne, c'est le premier pays en Europe à avoir mis en place une telle législation. Mais en réalité, il existe dans plusieurs pays du monde des législations au sujet du congé menstruel. Et on remonte même en 1947. Au Japon, il existe le congé menstruel depuis 1947. Notamment, il existe aussi en Indonésie, en Philippines, dans différents pays. Mais dans les faits, dans la réalité, il est peu utilisé. Les femmes ont honte de s'absenter au travail en raison de leurs règles. Et la culture de la performance dans les entreprises n'incite pas les femmes ou plus globalement les personnes menstruées à se prévaloir de ces congés-là, d'autant plus que ce n'est pas nécessairement rémunéré non plus. Et dans ces pays-là, depuis 1947, et je cite une étude justement d'autrice australienne, Marianne Bird en particulier, qui nous indique que ces congés menstruels-là, par exemple au Japon et dans ces pays-là, c'est vraiment pour promouvoir davantage une politique pro-nataliste, donc axée sur la maternité, le système reproductif, etc., et pas axée sur le bien-être des femmes tel que nous aimerions le convoiter, bien évidemment. En Amérique du Nord, il n'y a pas de législation qui existe à l'heure actuelle sur le congé menstruel. Au Canada, ce n'est pas le cas actuellement, bien que le Parti vert est très favorable à mettre en place et à défendre une telle politique à l'heure actuelle. Cela dit, il y a plusieurs initiatives de la part des employeurs directement au regard de la prise en compte des spécificités biologiques des femmes. Alors, on a creusé, on a fouillé l'entreprise pionnière, si on veut, au Canada, c'est Diva International qui a adopté une nouvelle politique en 2021 de congés périodiques. Donc, cette entreprise de l'Ontario, Diva International, qui vous savez, hein, qui fabrique les célèbres coupes menstruelles Divacop, là, qui est une pionnière en matière de congés menstruels qui a octroyé, qui offre depuis 2021 à toutes ces travailleuses, et on sait que c'est une majorité de femmes là, qui travaillent pour Diva International, qui offre un congé jusqu'à 12 jours par année, en plus des autres congés existants, donc un réel congé menstruel que les femmes et plus globalement les personnes menstruées peuvent prendre. C'est la seule entreprise que nous avons trouvée au Canada. S'il y en a après qui en connaissent d'autres, on sera très heureuse de voir les initiatives mises en place. Il y a je reviens sur la diapositive. Il y a en fait comme autre tendance qu'on voit qui est très promue à l'heure actuelle, mais pas si courante dans les milieux de travail. C'est le cas aussi de Women's, qui est une entreprise québécoise, donc distributrice notamment de vêtements, d'accessoires, et qui
qui emploie encore une fois une majorité de femmes et qui offre gratuitement des produits menstruels tels que des tampons, des serviettes hygiéniques et autres à toutes ses employées. Et d'ailleurs, il y a aussi un projet de loi là, à l'heure actuelle, on en parle ces derniers jours d'ailleurs, au niveau de tous les travailleuses et personnes menstruées qui sont sous réglementation fédérale vont bénéficier de la gratuité des produits menstruels partout au pays canadien. Cela dit, malgré ces initiatives-là, il y a vraiment, encore aujourd'hui, on le voit, la santé spécifique des femmes demeure taboue. Elle est à la fois peu étudiée à l'heure actuelle en relations industrielles et elle est peu présente également dans le monde professionnel. D'autant plus que les milieux de travail conçus par les hommes pour les hommes exigent le plus souvent une productivité constante, linéaire, qui n'est pas nécessairement alignée aux besoins plus spécifiques des femmes. Alors, nous, notre réflexion s'insère, vous vous en doutez bien, dans un cadre féministe, mais qui cherche à dépasser, parce que souvent, quand on parle de santé spécifique des femmes, etc., certaines chercheuses féministes sont parfois réticentes parce qu'on nous situe un peu dans une approche plus essentialiste à ce moment-là. Or, ici, l'enjeu, et je me réfère encore une fois aux travaux de Marianne Bird et ses collègues qui cherchent à dépasser ce cadre-là, notamment en promouvant un petit peu une combinaison entre le côté plus corps des femmes, mais tout en l'insérant dans une approche matérialiste, dans une nouvelle approche matérialiste qu'on trouvait intéressant un petit peu à voir afin de favoriser. Le but, ce n'est pas évidemment de promouvoir tout le côté comme il existe au Japon là, sur les politiques pro-natalistes, mais de promouvoir au contraire le bien-être des femmes dans les milieux de travail, une inclusion de la diversité, encore une fois, dans les milieux de travail. Donc, c'est dans cette vague-là qu'on s'inscrit. Et nous avons réalisé, comme je vous disais, on est vraiment au balbutiement, donc c'est vraiment très, très préliminaire ici, un sondage exploratoire que nous avions réalisé en 2021 où nous avons recueilli 280 opinions à l'égard de toutes sortes d'enjeux sur la conciliation travail-cycle menstruel. Alors, quelques thèmes qui ressortent, c'est une étude qualitative, donc nous avons mené quelques thèmes qui ressortent. Le premier, au sujet des douleurs menstruelles au travail. Ça vient confirmer un peu que peu avant les règles ou pendant les règles, plusieurs femmes peuvent souffrir de crampes menstruelles, de fatigue, de migraines, autres. Et malheureusement, certaines sont clouées au lit à leurs frais. Et donc, elles écopent d'une double peine, hein, si on veut, à la fois la douleur, à la fois un congé parfois à ses frais ou prise peut-être dans sa banque de congés. Alors, une double peine que ces femmes vivent. Et bien souvent, elles sont envahies par la honte de s'absenter au travail en raison de leurs règles. Donc, il y a une invocation un peu de toutes sortes d'excuses pour ne pas dire à son gestionnaire que je reste à la maison parce que en raison des douleurs menstruelles. Et d'autres demeurent au travail tout en restant dans cette souffrance invisible en passant pour plusieurs d'entre elles. Alors, j'ai des citations ici que vous pouvez lire en même temps, que, par exemple, je peux en citer une, peu de gens savent que les hormones peuvent influer notre corps en entier. Plusieurs femmes souffrent de leur cycle et doivent continuer à travailler tout de même. Et une autre citation que nous avons recueillie, à tous les mois, une participante qui nous dit « À tous les mois, quand j'ai mes règles, je me demande toujours pourquoi on doit continuer comme les hommes, comme si de rien n'était. » Donc au travail. Ça m'offusque, je suis super fatiguée, je suis moins productive et concentrée, mais on doit continuer comme si de rien n'était et je n'ose m'imaginer l'après-ménopause.
qui ressort aussi, et ça se voit vraiment comme Marie-Pierre vous l'expliquait, dans la littérature, ça ressort beaucoup dans notre étude exploratoire également au niveau du tabou qui fait même l'objet de moqueries, de menaces dans les milieux de travail. Alors, les règles, comme la citation vous l'indique, c'est tellement tabou que j'oserais pas vraiment en parler au travail. Bien que ce soit un phénomène physiologique, comme Marie-Pierre vous le disait tout à l'heure, un phénomène physiologique naturel, ça demeure un grand tabou dans notre société et au travail en particulier. C'est encore stigmatisé dès les écoles, dès le plus jeune âge, en fait, et dans les milieux de travail, si bien qu'au fil du temps, on ignore de plus en plus cette spécificité biologique-là des femmes. Et autre citation assez percutante, mais très significative, je vous la lis. « Je me suis déjà fait crier dessus par un employeur lorsque j'étais camionneuse pour eux aux USA. Un matin, j'avais de telles crampes menstruelles que je ne pouvais pas être assise dans mon camion pendant 12 heures. J'ai donc pris plusieurs petites pauses pour m'aider. Résultat, beaucoup d'amertume de la part de mon patron et des menaces de congédiement. » Alors, il y a on a repéré dans ce sondage très, très préliminaire, peu d'empathie de la part des gestionnaires, peu de crédibilité à l'égard notamment des douleurs ou des inconforts que les femmes peuvent vivre au moment de leurs règles. Et de plusieurs moqueries du genre, et peut-être que plusieurs d'entre nous l'avons déjà vécu. Par exemple, le genre de citation « Ah, t'es de mauvaise humeur, est-ce que c'est parce que t'as tes règles aujourd'hui? » C'est le classique que l'on retrouve également dans notre sondage. Alors, ce qui ressort, je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est parfait, merci beaucoup. Ce qui ressort, c'est une grande envie de la part des participantes que nous avons recueillies de se dire qu'il est grand temps de sensibiliser, d'éduquer dans les milieux de travail et même plutôt dans les écoles, mais ça sort un petit peu du contexte de notre étude, malgré que et il y a une citation qui nous dit que « Je crois que l'éducation faite directement avec des supérieurs qui doivent gérer des femmes afin de les sensibiliser à ces réalités pourrait être une première étape. » Par exemple, sur une ligne de production, il se pourrait qu'en période de menstruation, la femme demande d'aller à la salle de bain plus fréquemment. Il y a aussi une enseignante qui nous avait partagé au moment de notre étude le fait que moi, je suis avec les enfants dans la classe de 7h45 à 11h45 le matin. Je ne peux aucunement me rendre aux toilettes et c'était problématique pour elle dans le cadre de son travail. Donc, sensibilisation, éducation auprès des employeurs avec une autre citation. Donc, je vous les lis pour les fins d'interprétation en même temps. Il faut aussi normaliser ce genre de conversation avec les hommes, puisque la plupart des gestionnaires sont des hommes. Les femmes devraient être à l'aise d'en parler avec leur superviseur immédiat, ne pas sentir de malaise ou de jugement de leur part, comme c'est bien souvent le cas encore à l'heure actuelle. Donc, c'est le genre d'action concrète qui était proposée par les participantes. Autre aspect, c'est sur le débat sur le congé menstruel qui est très d'actualité à l'heure actuelle. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on a demandé aux participantes si elles étaient pour ou contre le congé menstruel, d'emblée, on a reçu beaucoup de réponses positives favorables au congé menstruel. Comme la citation qui nous dit « J'aurais tendance à me positionner favorablement à l'instauration d'un tel congé, car c'est très sensé pour les femmes qui souffrent durement durant cette période de leur vie. On parle d'une équité menstruelle, c'est vrai. A priori, ce serait une grande victoire pour la gente féminine. » Mais quand on pousse la réflexion après plus loin, on s'aperçoit que là, on se met à réfléchir. Puis on se dit, on commence à nuancer nos réponses en indiquant que
le congé menstruel, c'est une mesure peut-être qui s'applique bien à plusieurs entreprises comme celle que je vous ai présentée, Diva International, par exemple, parce que ça correspond à leurs valeurs, leur culture d'entreprise. Un de leurs objectifs à cette entreprise-là, c'est même de déstigmatiser les règles donc, et d'inclure les femmes dans les milieux de travail, etc. Donc, ça va vraiment en concordance avec les valeurs d'entreprise, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Alors là, on s'en vient à avoir peur de la discrimination lors de l'embauche parce que plusieurs nous disent, ben, j'aurais peur qu'ils sous-estiment ma productivité, qu'ils pensent que je ne suis pas performante, tous les stéréotypes qu'on peut associer aux femmes à ce moment-là. Et donc, que finalement, ça vienne à nuire les femmes au niveau de l'embauche, au niveau de la promotion, etc. Donc, les personnes ont beaucoup relativisé sur le congé menstruel. Et ce qui est davantage proposé, outre celui de poursuivre le débat sur le congé menstruel, c'est aussi de repenser l'organisation du travail dans son ensemble pour accueillir tous les profils de travailleurs, travailleuses, sans cibler toujours des besoins spécifiques des femmes, mais d'assurer, par exemple, en termes d'horaire, en termes d'emploi du temps, pour améliorer les conditions, le bien-être des travailleuses qui seraient aussi profitables aux autres. Et comme il me reste très, très peu de temps, une minute? Ah, super. Ben, alors, je termine avec les pistes de réflexion pour terminer. 3 pistes de réflexion ici qui vont nous aider à poursuivre notre recherche. La première, ce qui ressort, c'est vraiment une sensibilisation, une éducation dans les milieux de travail parce que ben, la travailleuse qui arrive au travail, c'est difficile de se défaire de sa vie privée d'un côté puis d'avoir le statut de travailleuse. C'est un ensemble, donc il est temps d'en parler dans les milieux de travail. Le deuxième point que ça nous soulevait, c'est tout le côté négociation de la conciliation travail-cycle menstruel par les organisations syndicales elles-mêmes. Les organisations syndicales, à l'heure actuelle, quand même, il y a plusieurs initiatives, je pense notamment de la part des métallos, par exemple, au niveau de tout ce qui est équité menstruelle pour promouvoir notamment la distribution des produits menstruels dans les milieux de travail. Moi, quand j'ai commencé ma maîtrise il y a plus de 20 ans déjà sur les femmes, puis mon doctorat par la suite, on parlait beaucoup de conciliation travail-famille, puis je trouvais très peu dans les clauses de convention collective il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est la même chose. On ne retrouve rien à l'heure actuelle ou pas grand-chose sur la conciliation travail-cycle menstruel. Alors, on peut y aller de l'avant avec de nouvelles clauses à cet égard-là. Et je termine, bien entendu, en disant, et je termine là-dessus, sur la présentation, que c'est tout dans la discussion, la réflexion pour repenser l'organisation du travail, pour avoir une organisation du travail plus féministe, plus inclusive, parce que s'il n'y a pas de consensus sur le congé menstruel, il y a une large demande sur le bien-être au travail en préconisant, par exemple, des horaires flexibles, le télétravail, la semaine de 4 jours, les congés à la carte qui permettent de tenir compte des spécificités biologiques des femmes, le rythme, mais qui est profitable pour l'inclusion de toutes et tous dans les milieux de travail. Donc, merci beaucoup pour votre attention.